Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc que je puisse vous voir. Les curés, ça voyage. Et ça voyage même beaucoup. Ben oui, réfléchissez, et si possible, avant le cassoulet. Sinon, comment peut-on expliquer qu'il existe une très belle église, et même une chapelle de la Sagrada Familia, à Tolhuin, en Patagonie, alors qu'à sa création en 1972, cette ville ne comprenait que 61 personnes. Si ce n'est à cause de cette démangeaison sous-soutanesque et néanmoins épidermique de nos bons curés d'aller planter des croix un peu partout, y compris dans les endroits les plus improbables de la planète, avec, comme dommage collatéral, que le Patagon moyen porte des slips Athéna, des jeans Levi's, des t-shirts Ronaldo pour les plus fortunés et Valbuena pour les autres parce qu'ils sont toujours en solde. Certes, le voyage représente le départ, mais pas toujours le retour. En témoignent les innombrables veuves de marins qui, par bateau entier, ont été se perdre au fond des abysses et les prix exorbitants des allers simples sur les compagnies aériennes. Savez-vous pourquoi ? Un aller simple, c'est un client de perdu. Nous-mêmes, dans la paroisse, avons perdu ainsi notre bon abbé Roger. Si, souvenez-vous, celui qui avait fini son sacerdoce au fond d'un estomac sur les rives du lac Tanganyika. Donc, si la vocation des curés est bien de voyager, il en est d'autres que cela terrorise au point qu'ils préféreraient se pendre avec le rencensoir plutôt que de risquer un orteil hors du sentier connu qui mène du presbytère à la sacristie et en dehors d'un petit détour hebdomadaire chez le père Bézodis pour ravitailler la paroisse en vin de messe. Le père Mété était de cette nature et c'est avec horreur qu'il considérait ceux de ses concitoyens qui dépassaient Moissac au nord et Saint-Bertrand de Comminges au sud, ce qui pour le haut Moyen-Âge était déjà faire preuve d'une certaine largesse d'esprit. Si le voyage n'était pas sa tasse de thé, il était par contre féru de botanique, et plus particulièrement de ce qu'on appelait les simples. Car s'il considérait que son sacerdoce était de soigner les âmes, il était bien obligé de constater que c'est les corps qui posaient problème et faisaient passer de vie à trépas bon nombre de ses concitoyens dans la force de l'âge. En ces temps de chaos et de disette, le premier médecin est, pour autant que l'on puisse considérer la saignée comme une thérapie, se trouvait à Auch, qui doit être par là, une journée à cheval, 2 journées à pied, c'est-à-dire hors de portée du Gramontois moyen. Aussi avait-il développé une médecine de tous les jours, on dirait une médecine de proximité maintenant, à base de décoction, d'extraction d'huile et autres esters, de macération, de filtration, avec tout ce qui lui tombait sous la main de végétal ou d'animal. Il avait développé une méthode qui alliait l'empirisme au pragmatisme et qui voulait que si un remède ne tuait pas le malade, c'est que cela devait bien soigner quelque chose. Méthode qui, au demeurant, pourrait être reprise par bon nombre de nos laboratoires pharmaceutiques modernes qui, eux, utilisent une méthode complètement différente, qui veut que si un remède tue le patient, c'est qu'il ne doit pas soigner grand-chose. Mais je m'égare. N'ayant sous la main ni rat de laboratoire, ni population indigène prête à servir de cobaye pour un t-shirt ou une poignée de monnaie fortement dévaluée, il testait sur lui-même le résultat de ses travaux. Aussi ne comptait-il plus les nuits passées à se vider sous forme liquide ou solide par tous les trous que Dieu lui avait donnés, ni ses éruptions cutanées sous forme de papules, de macules ou de pustules qui lui défiguraient le corps et lui valaient des remarques idiotes de la part de ses paroissiens, comme quoi, faut pas croire Milou et son truc pour les abeilles. Mais, tel Bernard Palissy ou Marie Curie, il se disait que ces tourments n'étaient rien, puisque c'était pour la science et pour le progrès. Autant dire qu'il connaissait toutes les plantes du canton et même au-delà. Mais un beau jour, vers le hameau de la Troque, il découvrit une plante qu'il ne connaissait pas. De loin, ça ressemblait plus ou moins à des orties, mais
Quand il s'est approché, il a constaté que c'était plus grand que des orties, que les feuilles avaient 5 doigts, comme les 5 doigts de la main, avec les bords finement ciselés, d'un vert moyen et une fleur poilue et fort odorante. En un tour de main, un échantillon est ramassé, direction l'atelier qui se trouvait un petit peu par là, sous les murs du château. Bon, macération alcoolique, distillation, je vous passe les détails techniques car ils ont de toute façon été oubliés depuis longtemps. Et disons, au bout de quelques heures, il obtint un liquide huileux. Le père Mété avait un protocole bien établi pour tout ce qui était liquide. Par tranche de 10 gouttes dans un verre de vin de messe. Ben oui, on n'est jamais trop prudent. Aussitôt dit, aussitôt avalé. Au bout d'une dizaine de minutes, notre curé est déjà satisfait, il n'a rien vomi. Preuve que son médicament est déjà supportable par l'estomac. Bon, quelques bouffées de chaleur, un léger tournis, mais rien de grave, il a vu pire. Aussi décide-t-il de fermer l'atelier pour rentrer au presbytère qui se trouve vers là-bas. Arrivé au niveau de la forge, il a le sentiment d'être suivi. Il presse le pas, puis finalement se retourne. Et là, des milliers de points rougeoyants, comme des tisons ardents, trouent l'obscurité. Quand il bouge, les petits points bougent. Des lamignacs! À cette époque-là, on ne rigolait pas du tout avec les lamignacs. Aussi prend-il son courage et sa soutane à deux mains et pique un sprint digne des natifs de Kingston, direction le presbytère. Arrivé à la porte, celle-ci est fermée. Il tambourine, il hurle, il crie que l'on vienne le secourir car les lamignacs sont après lui. C'est Antonin, son voisin, qui vient à la rescousse. Il pousse la clenche, ouvre la porte, qui n'est pas plus fermée que les cuisses d'une dame de petite vertu, et s'en va en grommelant qu'il n'y a en plus pas plus de lamignac que de louis d'or dans l'escarcelle d'un pèlerin de Compostelle. Et que le père Bézodis avait dû lui faire le coup de la petite prune, ce qui après le blanc, le rosé et le rouge est traître comme un coup de pied d'âne. Le lendemain matin, il a tout oublié de l'attaque de Lamignac de la veille et se décide de poursuivre le test, c'est-à-dire 20 gouttes dans quoi? Dans un verre de vin de messe. Eh bien, il y en a qui suivent. Bouffée de chaleur, léger tournis, encore un peu plus fort que la veille quand même. Et surtout, une sensation générale de bien-être. Satisfait de l'innocuité de son remède, il décide de rentrer chez lui. Arrivé au niveau de l'église, son corps semble devenir flou, voire élastique. Il peut sans problème toucher de la main droite le paratonnerre du château et de la main gauche le clocher de l'église. Il peut se gratter entre les omoplates, ce qui est quand même très pratique. Arrivé à la porte du presbytère, celle-ci est tout aussi fermée que la veille. Mais le père Mété n'en a cure. Et c'est un hurlement de douleur qui réveille Antonin, qui trouve notre bon curé, le majeur, coincé jusqu'à la garde dans le trou de serrure. Une demi-livre de graisse-doigt plus tard, le doigt est sorti et Mété se garde bien de révéler que, fort de sa nouvelle constitution, il avait essayé de rentrer par le trou de serrure. Et s'en va en mormonnant quelques explications vaseuses sur les trous en général et ceux de serrure en particulier. Le lendemain matin, et en dehors d'un doigt qui avait atteint la taille respectable d'une saucisse de Francfort, il passe à la phase suivante, c'est-à-dire 30 gouttes dans un verre de vin de messe. Bon, bouffée de chaleur, enfin là quand même, grosse goutte sous le béret quand même. Et surtout, tangage digne du passage du Cap Horn par force 10. Comme la station debout semble difficile à tenir, il décide de rentrer chez lui. Mais dès qu'il eut poussé lui, un spectacle féerique s'offre à ses yeux. Des étoiles
partent des milliers de filaments luminescents qui tissent une toile d'araignée cosmique à travers l'univers. Mieux, il peut marcher sur ces fils, visiter les étoiles. L'espace et le temps ne font plus qu'un. Il voit toutes les générations de Gramantois, passées, présentes et futures. Il les connaît tous, par leur nom, leur prénom, leur surnom. Il connaît leurs petites manies, leurs pensées obscures. Il est au centre de l'univers. Et se serait bien pris pour Dieu si celui-ci avait existé. Le lendemain matin, Antonin le trouve couché devant sa porte, et lorsqu'il secoue un petit peu comme ça avec la main, Mété lui intime de sortir de sa chambre, et comme quoi on n'a pas idée de rentrer chez les gens sans y avoir été invité à une heure aussi matinale, se retourne et se rendort. Le père Mété n'a jamais trouvé exactement ce à quoi pouvait bien servir son fameux médicament. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a poursuivi ses voyages extraordinaires, c'est-à-dire 30 gouttes dans le vin. Pour les gens de la paroisse, il est devenu quelqu'un d'un peu bizarre, car on le trouvait aux quatre coins du canton, l'air béat, la mine réjouie, dans un état de prostration quasi catatonique à regarder un trou de souris ou un coquelicot. Mais comme il continuait d'assurer les offices, cela ne gênait personne. Pour les Gramontois, il est resté sous forme d'aphorisme, qui dit que quand Mété contemple un gland, c'est qu'il regarde pousser un chêne. Et quant à l'herbe du père Mété, faites un tour du côté de la troque et cherchez bien. Merci.